Alors, pour commencer notre plongée d'aujourd'hui, on va se transporter dans le temps. On est en 2004. D'accord, on remonte un peu. Ouais, en 2004. Dans une petite ville côtière, Bridlington, dans le Yorkshire. Il fait sans doute un peu gris. Le matin commence à peine, classique. La petite routine britannique, quoi. Exactement. Et là, on a un homme, Lee Castleton. Il ouvre son bureau de poste. Ça fait 3 ans qu'il gère cette agence. Il connaît tout le monde. C'est le vrai pilier de la communauté, en fait. Le genre de gars à qui on fait confiance. Voilà. Il s'assoit, il allume son ordinateur, et là, sur l'écran du système informatique, le fameux système Horizon, un chiffre apparaît. Un déficit. Aïe. 25 000 livres sterling. Et c'est le genre de moment où la rationalité s'effondre complètement, tu vois. Grave. Sauf que, tu trouves rien. Parce que l'argent n'est tout simplement pas là. Et pour cause, cet argent n'a jamais été volé. En fait, ces 25 000 livres n'ont tout simplement jamais existé. C'est ça qui est fou. Pourtant, l'ordinateur affirme le contraire, avec, tu sais, cette froideur absolue d'une machine, et la poste britannique, la vénérable Royal Mail, va faire un choix qui va tout changer. Elle va croire la machine. Exactement. Elle va croire la machine plutôt que l'homme. La machine judiciaire s'enclenche direct, et la vie de ce gérant est détruite. Déclarée en faillite, sa maison est saisie. Sa réputation est réduite en cendres, quoi. C'est affreux. Et la vraie tragédie, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est que cette histoire n'a rien d'une anomalie. Non, c'est même le microcosme parfait de ce scandale. On parle de la plus grande et honnêtement la plus cruelle erreur judiciaire de l'histoire moderne du Royaume-Uni. C'est le sujet de notre immersion, le scandale Horizon. On va décortiquer un dossier massif, des rapports parlementaires jusqu'à l'enquête publique officielle de 2025. Et le but, c'est vraiment de comprendre la mécanique de ce désastre. Comment un simple outil informatique a pu se transformer en machine à broyer des vies. Surtout que ça a été validé par les plus hautes institutions de l'État, c'est ça qui me sidère. Absolument. Et pour saisir l'ampleur, il faut juste regarder le bilan humain. C'est terrifiant. On parle de plus de 900 sous-directeurs de bureaux de poste condamnés à tort. 900. C'est énorme. Et c'est pas juste des amendes, hein. Plus de 230 personnes innocentes ont été jetées en prison pour des fraudes fictives. J'en reviens pas. Et le chiffre le plus lourd, au moins 13 suicides sont aujourd'hui officiellement liés à ce scandale. 13 personnes qui ont mis fin à leur jour. Derrière les chiffres, ce sont des familles complètement brisées, des vies ruinées. C'est ça. Mais avant de comprendre comment ces gens innocents ont fini en prison, il faut qu'on parle de l'arme du crime en fait, ce fameux système Horizon. Ouais, d'où il sort celui-là? Voilà, comment un logiciel aussi pété s'est retrouvé imposé sur les comptoirs de 14 000 agences postales. Alors, l'origine du truc, ça commence même pas à la poste. Ça commence dans les couloirs du gouvernement britannique en 1996. D'accord, donc sous John Major. C'est ça. L'État signe un contrat colossal avec ICL, qui est la branche britannique de Fujitsu, le géant japonais. Un contrat sous forme de PFI. Attends, on fait une petite pause là-dessus. Une PFI, concrètement, c'est quoi? Ça me paraît être la clé du problème. C'est ce qu'on appelle une Private Finance Initiative. En gros, une entreprise privée finance et construit une infrastructure publique. Ok, Et l'État s'engage à la rembourser avec de jolis intérêts, évidemment, sur des décennies. donc c'est comme un prêt géant, quoi. Exactement. Et le piège, c'est que ça crée une pression financière immense dès le premier jour. L'État est pieds et poings liés par des contrats ultra rigides. Genre, s'ils veulent annuler, ils paient une fortune en pénalité. C'est net. Des centaines de millions. Et le truc dingue, c'est que le but initial de ce contrat, c'était pas du tout de faire la comptabilité de la Poste. Attends, quoi? C'était pourquoi alors? C'était pour numériser le versement des retraites et des allocations sociales avec un système de carte à puce. Ah ouais, rien à voir, hein. Sauf que le développement tourne au cauchemar absolu. Près de 700 millions de livres d'argent public sont cramés dans un système qui marche juste pas. 700 millions. Et du coup, on arrive en 1999, c'est Tony Blair qui récupère cette patate chaude. Voilà. Et là, un comité parlementaire dit textuellement que c'est la pire défaillance informatique du secteur public. Donc, en toute logique, n'importe qui de censé débranche la prise. On est d'accord? Ah, la logique politique face à un gouffre pareil, ça marche rarement comme ça. C'est le sophisme des coûts irrécupérables en pleine action. Bah oui, ils n'ont pas voulu admettre qu'ils avaient jeté 700 millions par les fenêtres. Exactement. Pour éviter l'humiliation, le gouvernement recycle l'infrastructure défaillante. Et ce, contre l'avis de tous leurs experts techniques, hein. Donc on oublie les retraites et on refourgue ce logiciel tout pété pour informatiser la compta de 14 000 petites agences. C'est exactement ça.
C'est devenu le projet Horizon, le plus grand contrat informatique non militaire d'Europe. Tu sais, ça me fait penser, c'est comme si un constructeur automobile fabriquait une voiture dont les freins lâchent tout le temps pendant les tests. Ouais. Et au lieu de tout annuler, les mecs se disent: «Ah bon, on va pas l'utiliser pour faire de la course, on va juste la vendre comme bus scolaire». L'analogie est parfaite et effrayante. Mais c'est vraiment ça. Comment on a pu imposer ça à des gérants dont la vie financière allait en dépendre? Surtout qu'ils savaient que c'était buggé, non? Mais carrément. L'enquête de 2025 le dit noir sur blanc. L'aveuglement était délibéré. Le directeur de Fujitsu a même admis sous serment que dès le début, il savait que c'était instable. Et quand on regarde la nature des bugs, ça donne juste le vertige tellement c'est absurde. Il y a même des noms de code, genre le bug de Dalminton, c'est ça? Ah, ce bug. Il illustre tellement la fragilité du truc. Imagine, un gérant veut valider un retrait. L'écran se fige. Plus rien. Ce qui nous arrive à tous sur un ordi qui plante. Et ton premier réflexe, c'est quoi? Tu tapes sur la touche entrée. Voilà. Tu tapes, tu retapes, sauf que le gérant, il sait pas qu'en arrière-plan, chaque pression sur la touche entrée donne l'ordre au serveur de multiplier la transaction. C'est une blague. Donc un retrait de, disons, 50 livres, si tu tapes 4 fois, ça te fait un trou de 200 livres. En quelques secondes, oui. Mais c'est hallucinant. Et il y avait un autre bug aussi, le calendar square. Ouais, celui-là, il dupliquait aléatoirement des données sans même que tu touches au clavier. Ton écran affichait des milliers de livres en moins. Alors que physiquement, dans ton tiroir caisse, chaque billet était bien à sa place. Exactement. Mais là où ça bascule de la simple incompétence à un vrai scandale de sécurité, c'est la découverte de 2023, une porte dérobée. La fameuse porte dérobée de Fujitsu. C'est ce qui a coulé la défense de l'entreprise. En gros, le personnel de Fujitsu avait un accès à distance aux terminaux de toutes les agences du pays. Et on parle d'un accès qui était qualifié, je cite, d'illimité et non auditable, c'est bien ça? C'est ça, non auditable. Attends, pour être bien clair, ça veut dire qu'un technicien à Londres pouvait se connecter sur l'ordi d'une agence perdue au fin fond du pays de Galles. Ouais. Modifier les chiffres et il n'y avait aucune trace informatique de son passage. Zéro trace. L'invisibilité totale. C'est une aberration absolue en matière de sécurité informatique. Mais carrément, si un mec invisible peut changer les chiffres, comment ce système peut servir de preuve irréfutable devant un tribunal? C'est la grande question. Et c'est le paradoxe de ce dossier. Des serveurs qui plantent, on en voit partout. Oui, quand ton appli bancaire plante, on ne saisit pas ta maison. On s'excuse, on corrige le bug, quoi. Voilà. Mais ici, pourquoi un écran gelé a mené à des faillites et à de la prison ferme? Pourquoi la Poste a pas juste dit « oups, erreur technique ». Ben ouais, pourquoi? La réponse est dans une anomalie juridique d'un autre temps. La Royal Mail avait ce qu'on appelle un pouvoir d'autosaisine. Attends quoi? C'est-à-dire qu'elle pouvait faire ses propres enquêtes criminelles? Exactement. Pas besoin de passer par la police ou de convaincre un procureur indépendant. Mais c'est délirant. Donc entre 2000 et 2015, sur les 900 poursuites, Plus de 700 ont été menés de A à Z par la Poste elle-même. Ces enquêteurs interrogeaient les gens, ces avocats demandaient la prison. c'est un conflit d'intérêts monumental. L'entreprise est détective, procureur et bénéficiaire, puisqu'elle réclamait le remboursement des faux trous dans la caisse. C'est complètement ça. Comment les juges ont pu accepter ça sans jamais exiger qu'un expert indépendant examine la machine? Ah, ça, c'est grâce au dogme de l'époque. La présomption de fiabilité technologique. Leurs avocats répétaient un truc simple devant les jurys. Genre, l'ordinateur ne ment jamais. Pile ça. Les ordinateurs ne se trompent pas. Si la super machine de l'État dit qu'il manque 50 000 livres et que le gérant jure qu'il n'a rien volé, c'est le gérant qui ment. La charge de la preuve était complètement inversée en fait. Complètement. Et pour maintenir cette illusion, la Poste a fait une vraie guerre psychologique à ses employés. Le fameux gaslighting institutionnel. Ça, c'est le truc qui me rend folle dans ce dossier. Quand un gérant en panique appelait la hotline parce que son écran affichait un trou de 10 000 livres, On lui répondait quoi? on lui disait « Vous êtes le seul dans tout le pays à avoir ce problème ». Un mensonge pur et dur. Les opérateurs recevaient des milliers d'appels, mais la consigne, c'était d'isoler la victime. C'est machiavélique. Le gérant pensait qu'il était nul, qu'il avait fait une erreur, et il puisait dans ses propres économies pour combler un trou qui n'existait pas. Jusqu'à être complètement ruiné. Et après, la machine judiciaire prenait le relais. Prends le cas de Seima Misra en 2010. Ah oui, dans le Serait, le système lui invente un trou de 74 000 livres. Et le pire, c'est que la défaillance qui a causé ce trou spécifique était connue de Fujitsu et de la Poste avant même le début de son procès. Mais non, Ils savaient. il savait. Et malgré ça, leurs avocats ont requis la prison. Elle a pris 15 mois de prison ferme.
Et le détail le plus insoutenable, c'est qu'elle était enceinte au moment du verdict. Elle a accouché avec un bracelet électronique à la cheville, quoi. Pendant ce temps, son mari devait liquider son commerce pour payer des avocats inutiles. Il se faisait agresser dans la rue parce qu'on les prenait pour des voleurs. C'est juste révoltant. Et il y en a eu des centaines comme ça. Mais heureusement, il y a eu un Alan Bates. Ah, Alan Bates, l'homme qui est devenu leur pire cauchemar. En 2003, son ordi affiche des déficits fantôles. Mais lui, il comprend vite que c'est un problème de code. Ouais, il refuse carrément de payer les erreurs de la machine de sa poche. Du coup, licenciement immédiat. La Poste s'est dit, hop, on dégage le gêneur. Grave erreur. C'est clair, parce que le gars a pas disparu en silence. Il a passé 23 ans de sa vie à chercher d'autres victimes et à fonder l'Alliance des victimes d'Horizon. Il a brisé cet isolement que la Poste avait si bien mis en place. Mais quand même, face à une institution d'État soutenue par une multinationale blindée comme Fujitsu, comment ils ont fait pour que la vérité éclate enfin? Ça a pris un temps fou. La première grosse fissure, c'est en 2009. Un magazine technique, Computer Weekly, publie une enquête où 7 gérants dénoncent les bugs. Et là, rien ne se passe. La justice continue de broyer des gens pendant des années. Ouais, c'est désespérant. Mais sous la pression d'Alan Bates et de quelques députés, la Poste est quand même forcée de faire un audit en 2012. Ils engagent le cabinet Second Sight. Je parie qu'ils espéraient que le cabinet dirait que tout allait bien. C'est exactement ce qu'ils espéraient. Sauf qu'en 2013, Second Sight trouve les preuves irréfutables que les bugs créent de faux déficits. Boum! Et là, la Poste, au lieu de dire « Oh zut, on s'est trompé », Ils paniquent et ils virent le cabinet d'experts en 2015. Ils leur coupent l'accès aux données pour tout enterrer. la politique de l'autruche à un niveau olympique. La patronne Paula Venels est même allée mentir sous serment au Parlement en disant qu'elle n'avait, je cite, « aucune preuve d'erreur ». Mais bon, le barrage finit toujours par céder. En 2019, l'action collective menée par les 555 victimes d'Alan Bates arrive à la haute cour. Une procédure super lourde, un enfer financier pour ces pauvres gens ruinés. Mais le juge tranche pour eux. Il déclare Horizon instable, condamne les pratiques de la Poste. Les victimes obtiennent 58 millions de livres. Juste pour payer ses propres avocats et se défendre comme des acharnés. Ce qui veut dire qu'une fois les frais de justice déduits, les victimes n'ont récupéré que des miettes, à peine de quoi rembourser les dettes. C'est ça. Mais le truc le plus fou d'un point de vue médiatique, c'est qu'en 2019, la justice acte l'erreur. La plus haute cour dit « Ok, le système est pourri ». Et le grand public s'en fout, littéralement. Il passe à autre chose. Jusqu'au 1er janvier 2024. Voilà, 15 ans après le premier article de presse. Ouais. Et pourquoi les gens se réveillent en 2024 ? Parce qu'il y a un téléfilm sur ITV, Mr. Bates vs. The Post Office. C'est quand même fou. Hein. C'est hyper cynique de se dire qu'un bon téléfilm avec des bons acteurs a plus de poids dans notre démocratie que des dizaines de jugements de la haute cour, non ? C'est implacable. Mais c'est sociologique. Un rapport d'audit de 300 pages, ça fait pas pleurer dans les chaumières. Mais l'injustice incarnée, avec des acteurs à 1 heure de grande écoute. Bam ! Indignation nationale. L'onde de choc est telle que le gouvernement panique. En mai 2024, le gouvernement de Rishi Sunak passe une loi d'urgence pour annuler automatiquement toutes les condamnations. Un truc inédit. Hop, casier judiciaire effacé. Et Alan Bates devient Sir Alan Bates. Une réhabilitation officielle, oui. Mais on est en 2026 maintenant. La pression médiatique est retombée. Et c'est là qu'on se rend compte de la symétrie totale. Parce que niveau réparation, le grand public croit que les victimes ont reçu de gros chèques et que tout va bien. C'est pas du tout le cas. L'enquête de 2025 décrit la procédure d'indemnisation comme un second procès traumatisant. Genre, on leur demande encore de prouver leur perte d'il y a 20 ans ? Exactement. Face à une administration toujours aussi pointilleuse. Plus de 4000 personnes sont éligibles à 600 000 livres chacune minimum, mais ça traîne en longueur. Et le coût total estimé, c'est quoi ? Plus de 1,5 milliard de livres sterling, payés par le contribuable, bien sûr. Et pendant ce temps-là, parlons de Fujitsu. Les mecs qui ont fourni le code pourri et envoyé des innocents en prison. L'État a dû tout couper avec eux, direct, non ? Ah ah, prépare-toi à halluciner. Entre 2019, l'année où la justice confirme les bugs, et 2024, Fujitsu a gagné 4,9 milliards de livres de contrats publics au Royaume-Uni. Mais c'est une vaste blague, 4,9 milliards, hein ? Le fisc leur file encore 300 millions par an pour gérer ces systèmes. Mais attends, après le téléfilm de 2024, Fujitsu avait pas promis un truc genre on se retire des appels d'offres pour faire bonne figure ? Ah oui, un moratoire volontaire, de la pure com de crise. Ah, je m'en doutais. Entre mai et septembre 2024, en plein scandale, ils ont tranquillement empoché 362 millions de livres de revenus supplémentaires.
En douce. Grâce au renouvellement automatique de contrats existants. Les députés ont hurlé au scandale, mais c'était déjà signé. Et le pire du pire, c'est ce qui s'est passé en novembre 2025. J'ai dû relire ça 2 fois. La Poste britannique a signé un avenant de 41 millions avec Fujitsu pour prolonger Horizon. C'est l'ironie absolue. Mais techniquement, ils n'ont pas le choix. Ils sont prisonniers de leur propre infrastructure. Ils n'ont pas d'alternative après toutes ces années? Aucune. 26 ans après l'installation catastrophique, le logiciel qui a causé le plus grand drame judiciaire du pays tourne encore aujourd'hui pour enregistrer tes colis. Et les responsables en tout ça? L'ancien patron de Fujitsu, il a eu quoi? Oh, il a quitté l'entreprise en 2019 avec un parachute doré de 2,6 millions de livres. Son successeur a eu une augmentation de 50% en 2025. Pendant que les victimes pleurent pour récupérer leurs économies au centime près. Et la justice pénale? Ils vont aller en prison, ces dirigeants? La police a lancé une énorme enquête, l'opération Olympos. Il parle de parjure, d'entrave à la justice et même d'homicide involontaire par personne morale. Homicide involontaire. À cause des suicides. Exactement. Il cherche à prouver que le harcèlement volontaire au sommet de l'entreprise a directement poussé ces gens au suicide. C'est lourd. Mais ça va prendre combien de temps? Il y a tellement de preuves numériques que le parquet a prévenu pas de procès pénal avant 2027 ou 2028. Encore attendre. Bon, pour résumer ce dossier monumental, l'équipe d'enquêteurs a donné un score de 10 sur 10, la note maximale pour un désastre systémique. Et c'est mérité. L'affaire Horizon, c'est pas juste un bug informatique, c'est le cas d'école du crime organisationnel. C'est ça. Des dirigeants, des avocats, des ingénieurs qui ont choisi de protéger la réputation d'une machine plutôt que la liberté des citoyens. La technologie, c'était juste un bouclier pour cacher l'incompétence et le cynisme. Et ça nous amène à une question qui fait vraiment froid dans le dos. Je t'écoute. Quand on voit qu'en 2025, un État entier est obligé de payer des millions pour prolonger le système qui a détruit ses propres citoyens, juste parce qu'ils ne peuvent pas débrancher les serveurs, on se demande qui a le vrai pouvoir, non? C'est clair. Est-ce que c'est le gouvernement qui vote des lois ou l'entreprise privée technologique qui tient littéralement le pays en otage? C'est le vrai défi de notre époque. Et on a plutôt intérêt à ouvrir les yeux, hein.